Je suis la directrice de l'école de PNL et d'hypnose d'Annecy et je suis ravie que vous ayez répondu à cette invitation si nombreux. Je vous promets une belle journée, ensoleillée d'abord. Et donc, pour découvrir l'hypnose avec deux intervenants de qualité, Olivier Perrault, si je vois, et Thierry Calfas, il va se montrer, qui interviendra plutôt dans l'après-midi. Voilà. Il est plus timide que moi, vous voyez. Ça... Voilà, il faut le tenir aussi, parce qu'après il ne s'arrête plus, vous allez voir. Donc, vous allez avoir une belle journée de formation, d'information, mais presque de la formation, parce que vous allez voir des interventions de grande qualité, pour découvrir l'hypnose, pour découvrir quel est l'intérêt dans le milieu de la santé. Pourquoi cette réunion? Pourquoi cette journée? Parce que nous mettons en place une formation hypnose pour les personnels soignants à partir de février, qui va commencer, où donc Olivier et Thierry vont intervenir. L'idée, c'est de vous faire découvrir tout ça, de vous faire toucher du bout des doigts tout ce qu'on peut faire avec l'hypnose et quel est l'intérêt pour les professionnels de santé. Comment va se passer la journée? Donc, Olivier va intervenir ce matin sur différents thèmes, il va vous parler de ça en détail. Nous aurons une pause en milieu de matinée, puis le déjeuner aura lieu vers 12h30. Alors, certains d'entre vous avaient déjà réservé pour déjeuner sur place. Donc, ceux qui avaient déjà réglé, qui avaient réservé, c'est OK. Pour les autres, malheureusement, c'était complet, donc on n'a pas pu prendre un certain nombre de places. Donc je vous inviterai à aller aux alentours, vous trouverez des petits restaurants, pour reprendre ensuite à 14h, je pense. Hein. Ouais, pour ceux qui sont... Ouais. Voilà, 14h. Donc c'est une journée où vous allez voir, vous allez apprendre beaucoup de choses, vous verrez des démonstrations. Et voilà, je pense qu'on va se régaler. Donc je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Merci. Merci Tania. Bien, bonjour à tous, vous l'avez entendu, donc je suis Olivier Perrault. De formation, je suis psychologue clinicien, j'ai regardé un petit peu les listes, j'ai vu qu'il y avait une majorité de psychologues dans la salle, quelques médecins, des infirmiers, des thérapeutes divers et variés. Alors, personnellement, j'ai rencontré l'hypnose il y a maintenant un petit peu plus de 20 ans. J'ai des copains qui m'appellent Obélix, c'est pas à cause de mon ventre, c'est parce que je suis tombé dans la potion magique de l'hypnose quand j'étais tout petit, pendant mes études, j'avais 22 ans. J'en ai aujourd'hui 45, donc ça fait plus de la moitié de ma vie passée maintenant avec cet outil formidable qu'est l'hypnose. Et j'ai une véritable passion pour cet outil. Et l'objet de la journée, c'est de partager cette passion avec vous, de vous faire sentir pourquoi cet objet hypnose a pu me passionner autant et me passionne encore. Alors l'hypnose en France, c'est un phénomène assez récent. Hein. Ce matin, je vais vous parler en deux temps. D'abord d'hypnose ericksonienne. Des fois, on rigole avec les patients qui disent c'est vous qui faites de l'hypnose érectionnelle? C'est autre chose, ça c'est autre chose. On peut aussi en sexo avoir un certain nombre de séances, mais enfin. Donc l'hypnose ericksonienne du nom d'un psychiatre américain qui s'appelait Milton Erickson. Milton Erickson, c'est à peu près un contemporain. Il est né en 1901 et décédé en 1980. Et Milton Erickson a rénové la pratique de l'hypnose parce que avant Milton Erickson, ce qu'on connaissait, c'est ce qu'on appelle nous l'hypnose classique. On parle d'hypnose classique, on parle de nouvelle hypnose c'est l'hypnose ericksonienne, c'est la même chose. Et l'hypnose classique, c'est celle que vous connaissez à travers la télévision, parce que même si depuis quelques années les journalistes commencent à montrer autre chose, ce qui intéresse surtout les journalistes, c'est l'hypnose spectaculaire. Et l'hypnose spectaculaire, c'est l'hypnose de spectacle. Et donc dans l'hypnose de spectacle, on a une vision de l'hypnose qui à la fois va nous étonner, parce que même quand vous écoutez le grand public parler de cette hypnose, ils disent « mais t'y crois toi? Ça doit être truqué quand même. Ils sont payés les mecs, ou je sais pas, c'est des copains lui, c'est des cobayes ou quelque chose comme ça. » Et donc cette hypnose, elle étonne parce que on voit des gens qui font des choses ridicules, on leur dit « t'es une poule », ils se mettent à quatre pattes à picorer du grain par terre ou je ne sais quoi, t'es Johnny Hallyday, ils tiennent un balai, et leur balai, ils font de la guitare avec, vous voyez, des choses comme ça surprenantes. Alors qu'à première vue, ça a l'air d'être des gens bien structurés, qui d'un seul coup se mettent à faire un petit peu tout et n'importe quoi ce qu'on leur demande. Et puis vous avez aussi vu peut-être des séances où on allonge les gens entre deux tables et ils tiennent tout droit, on peut même asseoir une autre personne sur leur ventre. Et là on se dit, alors si c'est truqué, comment c'est truqué quand même là quand il assoit quelqu'un sur son ventre, entre deux tréteaux. Donc cette hypnose de spectacle, à la fois elle intrigue, à la fois elle interpelle, parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose d'assez puissant, et puis en même temps ça fout la trouille.
ça fout la trouille parce que c'est l'idée du pouvoir de l'autre et de la manipulation. Qu'est-ce que l'autre, quel est le pouvoir exactement que l'hypnotiseur va pouvoir avoir sur moi? Depuis quelques années, ça revient très fort à la mode, cette hypnose de spectacle, parce qu'il y a Mesmer, qui est un Québécois, qui a son spectacle au Canada a été élu meilleur spectacle de l'année, je ne sais plus quand, en 2011-2012. Et il tourne, il voit des milliers, des dizaines de milliers, maintenant des centaines de milliers de personnes dans ses spectacles. Et depuis 3-4 ans maintenant, il vient en France, il est passé sur toutes les chaînes de télévision, et puis il fait des tournées, régulièrement, c'est 60-70 dates en France tous les ans. Il remplit des salles, des salles de 1000-2000 personnes, donc beaucoup de gens maintenant, dont nos patients y compris, ont vu Mesmer, et Mesmer il fait cette hypnose de spectacle. Alors je leur ai dit, elle fout la trouille, c'est quoi le pouvoir? Puis en même temps elle attire, parce que Mesmer par exemple, dans son spectacle, à un moment donné, il fait une démonstration, je ne sais pas s'il la fait encore, j'ai été voir son spectacle 2 fois pour savoir de quoi il s'agissait, et alors à un moment donné, il a 30 personnes qui sont sur scène, et puis il dit à ces 30 personnes, tiens, j'ai un copain à vous présenter. Et alors il y a son assistant qui va en coulisses et qui revient avec un rat énorme. Et Mesmer prend le rat dans les bras comme ça, et puis il passe dans le public. Imaginez que j'ai un rat, puis que je commence à m'avancer vers vous. Et il y en a quelques-unes déjà qui vont, non, non, non. Bah, chez Mesmer, ça fait pareil. Quand il arrive avec son gros rat, il y en a quelques-uns qui sont là, qui montent sur leur chaise, et qui commencent à se... Donc à l'évidence, il y a des gens qui sont phobiques des rats. Et Mesmer repère sur les 30 personnes qui sont sur scène, 2 qui sont particulièrement flippés quand il approche avec le rat. Et ça prend à peu près 2 minutes. Parce que, une fois qu'il a vu qui allaient être ces 2 victimes, il repose le rat dans sa cage, il s'approche des 2 personnes qui avaient très 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 peur du rat, alors qu'il avait déjà hypnotisé avant, les 30 qui sont sur scène, il les a déjà hypnotisés, il sait que c'est des bons sujets. Là, il se trouve que c'était 2 filles le jour où j'y étais. Et alors, les 2 filles qui ont peur du rat, il fait 1, 2, 3, tu dors. Et on voit la fille qui tombe comme ça, en hypnose. Et puis il s'approche d'elle et il dit, voilà, je vais enlever cette peur du rat de ta tête. Alors il lui tripe à tous les cheveux comme ça, puis il fait mine de retirer quelque chose. Et puis, à la place de la peur du rat, je vais déposer de l'amour pour ce petit animal absolument merveilleux. Et puis, il fait mine de poser quelque chose dans sa tête. Ça prend pas plus longtemps que ça. Après, il dit, voilà, maintenant tu vas pouvoir ouvrir les yeux, aux 2 là. Et puis, tu vas me suivre et je vais te montrer. Et donc, il l'amène au milieu de la scène où il y a le rat. Et les filles s'approchent du rat, les 2. Et puis, apparemment, ils n'ont plus de gestes de peur, de retrait. Et je leur dis, t'as vu comme il est mignon? Et les 2 filles, elles sont là, ah oui, il est mignon, hein. Tu veux le caresser? Oh bah oui, je veux bien. Et donc il leur fait caresser là. Tu veux le prendre dans les bras? Ah bah oui, je veux bien. Tu veux lui faire un bisou? Il est tellement mignon. Et les filles qui, 2 minutes avant, étaient en crise d'hystérie quand le rat approchait, sont en train de faire des bisous au rat. C'est déjà surprenant, mais alors il se trouve que le hasard faisait que le jour où j'ai assisté à ce spectacle, c'était à Orléans. Mesmer explique ensuite, ah d'ailleurs, le rat, c'est notre dernier spectacle, peut-être vous savez, c'était le dernier spectacle de l'année après retourner à Québec. Et donc il explique aux 2000 personnes là, qui sont dans la salle. Il dit voilà, c'est notre dernier spectacle, on retourne au Canada demain, on ne va pas ramener le rat avec nous. Alors on vous offre le rat. C'est-à-dire qu'on fera un tirage au sort à la fin du spectacle, ceux qui veulent le rat avec la cage, la nourriture, il est vacciné, tatoué, tout ce qu'il faut, machin, etc. On vous offre le rat, on fera un tirage au sort. Parce qu'aussitôt, tu as 200 personnes qui lèvent la main, je veux le rat de Mesmer, tu penses c'est un sélecteur, celui-là un collecteur. Et donc effectivement, le hasard fait qu'une fois que les 30 qui étaient sur scène viennent se rasseoir, il y a une des 2 filles qui était phobique, qui est à peu près à côté de moi. Et elle, j'entends discuter avec sa copine, elle dit « Ah moi j'aimerais bien voir le rat. » Ah bon? Et à la fin du spectacle, quand il fait le tirage au sort, il avait expliqué, tous ceux qui sont intéressés par le rat, on se donne rendez-vous à tel pilier G, je vous dis n'importe quoi, et puis on fera le tirage au sort. Donc par curiosité, je vais voir, moi je voulais pas le rat, mais je vais voir comme ça, par curiosité. Et donc à côté de moi, il y avait la fille qui avait peur du rat, une des 2 filles qui avait peur du rat. Et puis quand on fait le tirage au sort, c'est pas elle qui a eu le rat. J'ai cru qu'elle avait chialé de déception. Alors pour moi qui suis psychologue, je reçois à longueur de journée dans mon cabinet des gens qui ont des phobies. Et quand effectivement, alors la phobie des araignées, mais phobie des rats aussi, phobie des serpents, phobie des abeilles, phobie des pigeons. Moi j'ai une patiente qui m'a sauté dans les bras quand je lui parlais de pigeons. C'était pas mon charme personnel qui est en cause, c'est qu'elle avait peur des pigeons. Et donc effectivement, les phobies c'est un truc qui nous concerne comme ça quotidiennement. Et là, Mesmer, il fait clac, 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 t'as plus peur. Et elle a plus peur. Et il a fait des démos à la télévision où effectivement des gens qui avaient le vertige, il fait pareil, 1, 2, 3, tu dors, t'as plus peur, vas-y, approche-toi du vide. Alors, on saute pas quand même, mais on voit les gens qui se penchent au-dessus du vide alors que 2 minutes avant, ils étaient après à faire une syncope. Et du coup, cette hypnose de music hall que les journalistes montrent régulièrement,
autant il fout la trouille, est-ce qu'il peut me violer en hypnose sans que je me rende compte, est-ce qu'il peut me piquer ma carte bleue sans que je me rende compte. Les gens se posent vraiment des questions comme ça. Autant il fout la trouille, autant il est fait envie, parce que voilà, ça fait 10 fois que j'essaie d'arrêter de fumer, j'arrive pas à arrêter de fumer. L'autre qui va faire 1, 2, 3, tu fumes plus. C'est quand même intéressant. 1, 2, 3, tu bois plus. Ça fait 10 ans que je suis alcoolique. Et voilà, donc on se dit, il peut y avoir comme ça des aspects magiques à cette hypnose. Cette hypnose de Music Hall, je vous en parlerai en deuxième partie de matinée. Je vais vous expliquer comment fait Mesmer, je vais vous expliquer, vous saurez c'est truqué, c'est pas truqué, comment il fait, comment il s'y prend, et puis même vous saurez faire vous-même, parce que finalement vous allez voir que c'est relativement simple, cette hypnose-là, elle n'utilise que la suggestion directe. 1, 2, 3, tu dors. Suggestion directe. T'as plus peur, tu vas bien. Suggestion directe. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Qu'est-ce qu'Erickson a apporté? Erickson, il a rénové l'hypnose, comme je vous le disais, et lui, il nous propose une lecture de l'hypnose qui est totalement différente. Avec cette hypnose de Music Hall, vous avez le sentiment que c'est l'hypnotiseur qui est tout-puissant, que c'est l'hypnotiseur qui est une espèce de gourou, de magicien, et c'est lui qui a le pouvoir de vous faire rentrer ou sortir des choses de la tête. Erickson propose une lecture tout à fait différente de l'hypnose, et c'est cette lecture-là qui a permis que l'hypnose revienne dans le monde médical. Parce que la plupart des médecins, ils ont plutôt un esprit scientifique. Ils n'ont pas spécialement envie de passer pour des gourous, ils n'ont pas tellement envie de devenir un chef de secte ou je ne sais quoi. Ils n'ont surtout pas envie d'être manipulateurs. Les médecins, vous savez, premièrement, ne pas nuire. On a une culture de l'éthique développée et poussée. Les psychologues, bien sûr, pareil. Enfin, tous les soignants, d'une manière générale, on est dans cette éthique profonde et on ne veut pas être des manipulateurs. On veut apporter du positif à l'autre, mais pas manipuler, pas être gourou. Et cette hypnose directe, cette hypnose de Music Hall, elle pose vraiment des questions éthiques et des questions limites. Erickson lui a permis que l'hypnose retrouve sa place dans le monde médical. Et aujourd'hui, certainement, comme moi, vous avez pu assister à ce boom de l'hypnose. C'est-à-dire qu'on ne peut plus ouvrir un article sans qu'on parle d'hypnose. Il n'y a plus un congrès d'anesthésie où on ne parle pas d'hypnose. Dans tous les hôpitaux, enfin dans tous les hôpitaux, pas encore tous, mais c'est vraiment en train d'essaimer de plus en plus. Et aujourd'hui, j'entends des choses, moi ça fait 20 ans que je reviens à mon cabinet, aujourd'hui j'entends des choses que je n'entendais pas il y a 20 ans. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'entends? Ah, ma belle-mère, elle s'est fait opérer, vous savez quoi, on lui a proposé de l'hypnose. Et ça, maintenant, ça arrive quasiment toutes les semaines qu'un patient me dise, quelqu'un de ma famille s'est fait opérer avec de l'hypnose, on lui a proposé. C'est tout récent, ça fait 4-5 ans. Avant, ça n'existait pas. Alors ça existait de façon tout à fait sporadique. Il y a Fémonville, à Liège, depuis 20 ans, elle fait des interventions en hypnose. Du côté de Rennes, là où il y a Claude Viron qui travaille, pareil, il y a la clinique Saint-Charles, en Bretagne, il y a différentes cliniques comme ça qui ont commencé à faire de l'hypnose depuis 10-15 ans. Mais il y a 10 ans, il y avait 10 hôpitaux, 10 cliniques maximum sur toute la France qui avaient intégré l'hypnose. Aujourd'hui, c'est vraiment une traînée de poudre, c'est en plein boom, on a le vent en poupe, c'est vraiment devenu une mode extraordinaire que cette hypnose, tant mieux pour moi, vous me direz, c'est mon boulot. Et donc Erickson est l'origine de ça. Pourquoi, comment? Erickson, lui, c'est donc un monsieur qui a eu des soucis de santé dans un premier temps, et c'est certainement le début de son histoire. À l'âge de 17 ans, il fait une attaque de polio. Et cette attaque de polio va le laisser totalement paralysé. Il ne peut plus marcher, même au niveau des bras, il est paralysé au départ. Il arrive juste à bouger un peu la tête. Et les médecins de l'époque, donc vous avez suivi, il est né en 1901, donc 17 ans, c'est en 1918. Les médecins de 1918 disent « il ne marchera plus ». Et Erickson, donc un jour, ses parents l'ont posé sur un fauteuil à bascule, on voit ça dans tous les westerns, on est aux États-Unis, ils l'ont posé sur un fauteuil à bascule, et figurez-vous, au bout d'un moment, Erickson fait le constat suivant, le fauteuil à bascule, bascule. Il y a une oscillation, ça peut sembler logique, sauf que Erickson se dit, mais moi je suis censé être totalement paralysé. Si je suis totalement paralysé, le fauteuil n'est pas censé bouger. Il n'y a pas de chien qui a fait bouger le fauteuil, il n'y a pas de courant d'air suffisant pour faire bouger le fauteuil. Qu'est-ce qui fait que le fauteuil bouge? Si le fauteuil bouge, c'est que j'ai dû réussir à bouger quelque chose, sans me rendre compte. Et le petit Erickson, du haut de ses 17 ans, il va faire de l'introspection, il va être à l'écoute de son corps pour sentir quelle est la partie de mon corps que j'arrive à mobiliser, que j'arrive à bouger. Et puis il va sentir qu'il arrive à bouger un petit peu un muscle. Et il se dit, si je peux bouger un muscle, je peux peut-être en bouger deux. Alors comment je fais pour bouger ce muscle? Et il va repartir dans son introspection en cherchant à sentir comment je m'y prends pour mobiliser un muscle. Et ça va être l'origine de son histoire, parce qu'ensuite Erickson, une fois qu'il a... Alors ça prend 2 ans à peu près pour qu'il retrouve l'usage complet de la marche, en rééduquant comme ça tout seul, petit à petit. Et donc, une fois qu'il a retrouvé l'usage de la marche, il va commencer ses études, il a 18-19 ans, et devinez quoi, il commence des études de médecine.
Et en 1923, il a donc 22 ans. À 22 ans, il a un de ses profs de médecine, Clark Hull, qui était un comportementaliste, qui est un des premiers TCC, un des premiers thérapeutes comportementaux. Et donc Clark Hull faisait de l'hypnose. Et il enseigne à ses étudiants en médecine l'hypnose, donc il enseigne l'hypnose classique, celle de Mesmer, celle du spectacle dont je vous ai parlé, puisqu'on ne connaissait que celle-là avant Erickson. Et Erickson se prend au jeu parce que quand il voit des gens, des patients hypnotisés, Erickson dit tiens, c'est marrant parce que les gens qui sont en hypnose, ils sont dans leur bulle, ils sont sur leur planète. C'est-à-dire qu'on peut faire tomber un truc à côté, tout le monde sursaute dans la salle, sauf celui qui est hypnotisé. Par contre, il ne sursaute pas quand il y a des gros booms, mais il est super sensible à tout ce qui vient de l'hypnotiseur, il est vraiment branché dessus, calibré dessus. Erickson se dit, les gens qui sont hypnotisés, ils sont dans leur bulle, comme moi j'étais dans ma bulle quand j'étais sur mon fauteuil à bascule, et que je passais des heures à mobiliser un muscle. Des fois, ma mère me parlait, qu'est-ce que tu veux comme soupe pour ce soir? Et puis ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Et bien, cet état que j'ai développé spontanément sur mon fauteuil, pour retrouver l'usage de la marche, j'ai l'impression que c'était une forme d'auto-hypnose, d'hypnose qu'on se fait à soi-même. À partir de là, Erickson va se passionner pour cette question d'hypnose et il va la transformer totalement. Il apporte deux idées simples, mais qui vont être deux idées tout à fait novatrices. La première idée, c'est que finalement, l'hypnose est un état naturel. Tous les humains sont capables de développer de l'hypnose. Avant Erickson, et Mesmer encore aujourd'hui, si vous allez écouter Mesmer, alors d'abord il faut voir le bonhomme, hein, c'est un grand bonhomme, il fait vraiment attention à son look, et puis quand il commence un spectacle, il y a des éclairs sur scène, il y a de la fumée, il y a des roulements de tambour, il sort au milieu de la fumée, etc. etc. C'est Dieu qui débarque sur scène. Et puis Mesmer, il va jouer là-dessus, il va avoir des attitudes comme ça. Oula, qu'est-ce que j'ai fumé là? Et donc, il explique, c'est... Toi, là, je suis en train de me calibrer sur ta longueur d'onde cérébrale. Mais il rigole pas, lui. Lui, il rigole pas quand il le fait. Très sérieux. Et donc, effectivement, Mesmer joue du personnage. Ça veut dire que l'idée, c'est que c'est lui qui est tout-puissant. Et on va être soumis ou non au pouvoir de Mesmer. Erickson dit non, c'est pas le médecin qui a le pouvoir. En vérité, l'hypnose est quelque chose de naturel que tout être humain est capable de développer. Et d'ailleurs, depuis la nuit des temps, on utilise des états de transe. On n'aime pas le mot transe, hein, c'est t'es en transe ou quoi. Quand on dit à quelqu'un t'es en transe, c'est pas forcément un compliment. Mais le mot transe, ça signifie être en état d'hypnose, en transe hypnotique. Et si vous y songez, quelqu'un comme Margaret Mead avait déjà étudié les transes à Bali, etc., en Indonésie. Les Indiens qui dansent autour du feu, les guerriers africains qui partent pareil à la guerre et qui se préparent avant, qui vont se mobiliser les uns les autres, tous ces états, c'est finalement des états hypnotiques que les gens vont chercher, alors par de la musique, par des champignons, par différentes choses, mais ils se mettent dans un état de conscience modifié qui est censé augmenter leur capacité pour aller à la chasse ou à la guerre, ou déjà pour guérir. Parce que le marabout, le sorcier, le guérisseur, etc., des fois, il a les yeux comme ça révulsés, il est en transe. Sauf que depuis la nuit des temps, on pensait qu'être en transe, c'est un espèce de canal de communication avec les dieux, avec les bons ou les mauvais esprits, etc. etc. Des fois, c'est le sorcier, le guérisseur qui est en transe, des fois, c'est le patient qui est en transe pour exorciser les mauvais esprits. En tout cas, ça fait des centaines, des milliers d'années que l'être humain, sous différentes formes, utilise déjà cette hypnose. Les jeunes d'aujourd'hui encore, quand je vous parle de la transe, c'est aussi une musique. Puis si vous avez été voir quelques rêves parties, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'ils sont bien barrés les mômes. Donc vous voyez, état naturel ou presque naturel, ça dépend, des fois on aide un petit peu. Erickson va nous proposer la lecture suivante, quand il était sur son fauteuil à bascule, et puis que sa mère lui parlait, que ça rentrait par l'oreille, ça sortait par l'autre. Finalement, c'est ce qui s'appelle la rêverie. Quand vous êtes en bagnole, et puis que vous faites... par exemple, moi je viens de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, donc pour arriver jusqu'à vous, il y a, je sais plus, 450 km, quelque chose comme ça, il y a en tout cas 4-5 heures de route. À un moment donné, je fais le plein à la station-service, je remets mon compteur à 0, et puis après je reprends la route, et à un moment je pose les yeux comme ça, machinant sur mon compteur, et là je vois 48. 48, j'ai fait 48 km déjà depuis que je suis parti de la station, et franchement, les 48 km, je les ai pas vus. Je sais pas où j'étais, mais je n'étais pas dans la bagnole. Et pourtant, je devais être dans la bagnole, parce que sur l'autoroute, il y a des virages, il y a des gens qui ont freiné, il s'est passé différentes choses. J'ai pas eu d'accident. Ça veut dire que je suis dans un mode pilote automatique. Cette espèce de pilotage automatique, c'est déjà une mini-hypnose. Cet état de rêverie quotidien,
Erickson, il appelle ça la transe commune. La transe commune, ça veut dire l'expérience de transe, l'expérience d'hypnose, qui est commune à tous les humains, parce qu'elle ne nécessite pas un apprentissage particulier. Quand vous étiez au collège, vous saviez déjà faire. C'est-à-dire qu'en fonction de vos centres d'intérêt, le prof de maths ou le prof d'anglais, il y a des moments où vous décrochez. Et pour moi, c'est amusant parce que quand je regarde les visages autour de moi, il y en a quelques-uns, ils ont déjà fait le en âge, ils sont déjà repartis au collège. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous décrochez, et moi, comme le prof de maths ou d'anglais, je vois sur vos visages que vous avez décroché. Parce que quand vous décrochez, vous avez les joues qui s'aplatissent, vous avez les épaules qui descendent, vous avez la respiration qui s'approfondit, vous avez les yeux qui sont dans le vide, les yeux qui sont dans le vague. C'est-à-dire que ce moment de rêverie, où on a un fonctionnement cérébral différent, il correspond à un moment physiologique tout à fait différent aussi. Et on pourrait dire que cette rêverie quotidienne, cette rêverie accessible à tous, c'est une espèce de mini-hypnose. Et Erickson dit donc l'hypnose, ce ne sera pas compliqué. On va apprendre à nos patients à pousser le curseur de la rêverie un petit peu plus loin. Alors on parle de rêverie amplifiée. La rêverie amplifiée mérite vraiment le nom d'hypnose, au sens où on l'utilise à l'hôpital pour faire une intervention chirurgicale ou dans un cabinet de psychologue pour avoir une psychothérapie. Donc présenté comme ça, l'hypnose, elle fait déjà moins peur, parce que c'est pas l'autre comme un magnétiseur qui a un fluide, qui a un don, qui est médium ou je sais pas quoi. C'est simplement, moi mon boulot, c'est comme le moniteur d'auto-école. Quand vous êtes monté dans la voiture pour la première fois, finalement vous aviez 2 bras, 2 jambes, 2 yeux, c'est à peu près ce qu'il faut pour conduire la voiture. Mais vous ne saviez pas coordonner tous vos mouvements. Vous ne saviez pas trop ce qu'il fallait faire avec les bras, les jambes, les pédales, etc. Puis le moniteur d'auto-école, il vous a appris en 20 heures de pratique maximum, bon, il y en a c'est 30, d'accord, mais en 30 heures de pratique maximum, il vous a appris à coordonner tous vos gestes, tous vos mouvements, et ensuite vous êtes devenu autonome. Le jour où vous changez de bagnole, ou le jour où vous louez une camionnette pour déménager, il n'y a plus besoin de retourner prendre 3 heures de cours. Et bien, finalement, l'hypnotiseur moderne, c'est ça. Il va vous apprendre à piloter vos capacités, à piloter vos ressources. Parce que la deuxième idée importante d'Erickson, c'est celle-là, finalement, pourquoi on va s'amuser, pourquoi on va s'embêter à amplifier la rêverie. Parce qu'à l'école, quand les gamins ils sont dans la rêverie, ils sont engueulés, on leur dit « Oh, reviens là, tu m'écoutes ?» On les laisse pas rêver. C'est une grosse connerie. Pardon, je suis un peu vulgaire des fois. Laissez les gamins rêver. Laissez les gamins rêver parce que, par exemple, vous savez, il y en a pour écouter le cours, ils ont besoin de gribouiller. Et quand le prof leur dit « S'il te plaît, tu poses ton stylo, maintenant t'arrêtes de gribouiller », le gamin, il ne sait plus écouter. Et si on laisse gribouiller tranquille, on se rend compte que finalement, il intègre tout. Il ne prend pas de notes. Mais tout s'inscrit dans sa mémoire, et le jour où le prof il pose une question, c'est lui qui a la réponse. Alors que celui qui avait pris toutes les notes en soulignant bien comme il faut, en rouge, vert, bleu, tout comme il faut, il n'a pas forcément la réponse. Ça veut dire que l'intelligence, c'est une grande maison, et que cette maison, elle a plusieurs portes d'entrée. On peut rentrer par la porte, on peut rentrer par la fenêtre, on peut rentrer par le vasistas, etc. Et à l'école, en tout cas française, on a trop tendance à avoir une seule porte d'entrée. Si tu ne passes pas par cette porte-là, grosso modo, tu sors du cursus scolaire. Il y a des gamins comme Erickson qui ont une intelligence intuitive. En France, le gamin qui a une intelligence intuitive, il est mal barré. Parce que le prof pose une question, il a la réponse, et elle est juste. Et quand le prof dit, vas-y, maintenant, explique-moi le raisonnement pour arriver à cette réponse, ça par contre, il ne sait pas faire. Et le prof lui dit, c'est que tu as copié alors. Tu as la réponse, mais tu n'as pas le raisonnement, c'est que tu as copié. Alors que peut-être il est le seul de la classe à avoir la bonne réponse. Mais ça, le prof n'a pas la logique de dire, tu as copié sur on ne sait pas qui, parce que tu es le seul à avoir la réponse. En tout cas, voilà, une seule forme d'intelligence, là où beaucoup de formes d'intelligence coexistent, et la rêverie va permettre de développer d'autres solutions. Lorsque l'intelligence et le raisonnement concret, pratique, que vous avez surentraîné, surtout les médecins, que vous avez surentraîné à l'école, parce qu'on s'appuie surtout sur celui-là, logico-mathématique, lorsque ça, logico-mathématique, ça n'apporte pas la réponse, peut-être d'autres parties de nous peuvent apporter la réponse. C'est le deuxième apport d'Erickson. Premièrement, l'hypnose est quelque chose de naturel, on va amplifier la rêverie, tout le monde sait faire, c'est pas sorcier. Pourquoi est-ce qu'on va amplifier la rêverie plutôt qu'un autre mode de fonctionnement? Parce qu'il fait apparaître des possibilités nouvelles. Et Erickson va avoir une lecture de l'inconscient totalement différente de la lecture freudienne que les confrères psychologues ici ont certainement appris à la fac comme moi. Si je caricature, je caricature. Donc vous vous fâchez pas tout de suite, les psychanalystes présents dans la salle, d'accord? Donc si je caricature, en psychanalyse, on cherche à répondre à la question « Pourquoi j'ai mal ?» Et les symptômes sont considérés comme le retour du refoulé, c'est-à-dire que vous avez des problèmes.
Tiens, hier, j'étais au cabinet, j'ai une patiente que je rencontre pour la première fois. Elle me dit, voilà, j'ai fait une dépression il y a quelques années, je pense que c'est parce que j'avais du mal à avoir un enfant, mais maintenant j'ai eu cet enfant, il va très bien, ça fait des années, il a 11 ans maintenant mon gamin, il va super bien, mon mari, mon couple va super bien, on a une vie sexuelle, tout ce que vous voulez, tout va bien, ma famille, tout le monde va bien, mon boulot, j'adore, enfin aujourd'hui j'ai une vie de rêve, j'ai tout pour être heureuse, c'est le cas depuis 11 ans que j'ai mon gamin, et pourtant, régulièrement, je me fais encore des phases dépressives. Ça fait des années que je vois un psychiatre, des années que je vois un psychanalyste, etc. Avec mon psychanalyste, on a épluché ma vie, on a fait une enquête. Alors, en long, en large et en travers, j'ai raconté toute ma vie, toute mon enfance, et on n'a pas trouvé. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé de traumatisme qui puisse expliquer que, comme ça, sur le long cours, depuis des années, je me fasse des plongées dépressives. Et donc, on s'est dit, peut-être l'hypnose, lui, va m'endormir, et puis il va fouiller dans mon cerveau. Et puis il va trouver, si mon père que j'adore m'a tripoté quand j'étais petite, moi vraiment je crois pas, mais on sait jamais, après tout c'est possible, ou si j'étais violée par un voisin et que je me rappelle pas, si j'étais toute petite, si ça arrivait quand j'avais 2 ans, on voit ça à la télé, hein, des malades de 2 ans là, qui violent des petites filles de 2 ans, je sais pas, moi peut-être ça m'est arrivé, c'est peut-être pour ça que je suis dépressif, enfin. En gros, vous voyez, la logique dans laquelle va être le grand public, et c'est pour ça que je parle de caricature, c'est si j'ai un problème, il faut que je remonte aux sources du problème. Alors, en médecine pure et dure, c'est sûr que si j'ai la fièvre et que je me contente de traiter la fièvre sans traiter la cause de la fièvre, je vais être à côté de la plaque. Et Freud, qui était d'abord médecin, versé dans la neurologie, etc., il a appliqué au fonctionnement psychologique la même logique qu'au fonctionnement purement biologique, en disant qu'il faut remonter aux causes. Erickson apporte une proposition différente. Je vais en parler un tout petit peu après. Et donc, effectivement, ça, c'est encore dans l'inconscient collectif. J'ai des problèmes, il faut que je trouve les explications, les causes, les racines de mon problème. Et je vais faire de l'hypnose pour lever, finalement, la censure de cet inconscient, la façon dont il est organisé. Le moi, le surmoi, les ça, le ça, les gens, ils ont eu un petit peu là, dans VSD. Et donc, effectivement, ils viennent avec cette idée-là, il faut fouiller les poubelles. Il faut remuer la vase pour trouver ce qui n'a pas été dans mon passé, avoir une chance de guérir. Erickson va considérer l'inconscient d'une façon tout à fait différente, et il va nous proposer un inconscient qui serait positif. Ça ne veut pas dire que celui de Freud est négatif, hein. De nouveau, je suis dans la caricature, parce que je vais aller vite. Mais ça serait quoi cet inconscient positif? Alors on va prendre des exemples de la vie de tous les jours. Finalement, on dit que la nuit porte conseil. Si je trouve des solutions, normalement, justement, je dors, j'ai pas un papier, un stylo à la main, c'est pas mon intelligence habituelle qui fonctionne. Si je trouve des solutions dans mon sommeil, c'est mon inconscient qui trouve la réponse, parce que moi, j'adore. On conseille à tous les étudiants de relire leur cours avant de se coucher, en leur disant ça va travailler pendant la nuit. Ils sont en train de dormir, c'est censé travailler, qu'est-ce qu'ils travaillent pendant qu'on dort? À nouveau, ce qui serait leur inconscient. Puis ça ne fonctionne pas que la nuit, ça fonctionne aussi la journée, parce que tous, ça vous arrivez, vous cherchez un prénom, vous avez ce prénom sur le bout de la langue, vous n'arrivez pas à le retrouver, mais tu sais, attends, il est médecin là, il a la masse lui, il a une bannière bleue. Waouh. Et alors, quand il y a la fille sympa, copine et tout, qui passe par là, t'es à l'aise, ça va toi et tout, ouais, tu connais la dernière histoire, attends, je vais te raconter, etc. On fait le mariole et tout, on est super à l'aise, tout va bien. Et quand t'arrives the bombe, quand t'arrives la nana du lycée, alors là tu fais... Putain, j'ai l'air con là. Faut pas que j'essaie de parler. Encore plus con si je veux parler. Et pourtant, je voulais, j'aurais bien voulu qu'il se passe quelque chose, mais en fait, plus je voulais, moins je pouvais. Alors après, plus tard, j'ai fait du sport et puis j'ai compris que c'était la même chose. Quand c'est l'entraînement, alors l'entraînement, voilà, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de pression, tu tentes des trucs, tu essaies de mettre la balle là-bas, ça marche. Et puis c'est la finale. Oh, il y a mes parents qui sont là. Oh la vache, il y a le profilé là. Oh, il y a tous les copains qui sont dans les tribunes et tout ça. Oh, j'ai pas le droit de me planter. Et c'est curieux, mais plus tu te dis j'ai pas le droit de me planter, plus tu te plantes. Au tennis, les tennisman, ils disent à la finale, je sais pas ce qui se passe, j'ai le bras raccourci, il devient plus court, j'arrive plus à attraper la balle. Vous connaissez tous ce phénomène, quand on se met trop la pression risque de vous faire perdre nos moyens. L'hypnose, qui va être une forme d'apprentissage du lâcher-prise, va aider un certain nombre de personnes à débloquer des situations. Ça va plus loin que ça, le lâcher-prise. Donc, notre inconscient, je lâche prise, il peut me permettre de trouver des solutions. La nuit porte conseil, parlant d'autre chose, la solution va venir. On va cultiver cette partie de notre inconscient qui apporte des réponses de façon automatique et intuitive.
Ça va plus loin, les interventions, par exemple les thyroïdes, c'est devenu classique en hypnose ou des choses comme ça, j'ai des vidéos, on ouvre la gorge, on va chercher la glande, etc. Avec un petit peu d'anesthésie locale, c'est vrai, mais la personne, elle va ressortir le soir même. Alors que dans le temps, elle restait en observation, au moins 24 heures, etc., etc. Là, c'est vraiment l'ambulatoire. Et alors, qu'est-ce qui permet ces interventions chirurgicales? Qu'est-ce qui permet de gérer la douleur en hypnose? Ça aussi, c'est un phénomène banal. Imaginons que j'allume un briquet, et puis que je vous demande à tous de garder la main au-dessus du briquet le plus longtemps possible. Alors, s'il y en a un qui a fait fakir dans une vie antérieure, allez, grosso modo, vous allez réussir à garder peut-être la main au-dessus du briquet allumé pendant 5 secondes. C'est bien déjà, vous allez m'impressionner, parce que faites vraiment l'essai. 5 secondes au-dessus de la flamme, ça couine, ça pique. Et puis on va voir si par la volonté, vous êtes capable de faire mieux. Donc je vais dire par exemple, celui qui est capable de tripler son temps au-dessus du briquet, c'est-à-dire qu'il est resté 15 secondes au-dessus du briquet allumé, je lui offre 1000 €. C'est pas rien quand même 1000 €, ça me fait pas de sous déjà. Eh bien, figurez-vous, le problème avec les secondes au-dessus du briquet allumé, c'est que quand tu les comptes, elles sont de plus en plus longues, et qu'arriver à 15, ça va être difficile. Et c'est juste la petite flamme du briquet. Elle fait 2 cm. Maintenant, vous me voyez tous venir, imaginez qu'il y a un incendie. Que dans cet incendie, on doit sauver notre propre vie ou celle de nos enfants. Il est évident que dans cette situation-là, même si c'est tout le couloir qui est en flamme, c'est-à-dire cette fois-ci, c'est pas 2 cm de flamme, c'est 2 mètres de flamme, je vais être capable de traverser le couloir en feu. Alors, il ne faut pas que ce soit un couloir de 500 mètres, parce que je pense que là, je ne vais pas m'en sortir et que je vais être grillé. Mais 10 mètres de flamme, je prends mon élan, je cours 3 secondes pour traverser, parce qu'en plus je vais courir vite ce jour-là. Là, pas besoin de... Je vais courir très 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 vite. On sait tous qu'en situation extrême, on va être capable de décupler nos forces, de décupler nos possibilités, et qu'on va être capable d'oublier la douleur. Alors il y a des médecins présents dans la salle qui vont dire « Ah oui, mais c'est parce qu'on va saturer les récepteurs, libérer de l'adrénaline, je ne sais quoi, etc., des morphines naturelles, endomorphines, patati patata. » Ok, moi je veux bien, mais même celui qui a écrit une thèse sur les endomorphines, je suis sûr que quand il arrive chez le dentiste, il n'arrive pas à faire « Tiens, je vais me libérer 3 cc d'endomorphine pour oublier la douleur. » Parce que c'est pas sous l'effet de la volonté. Mais le jour où il faut, à chaque fois qu'il y a un danger imminent, notre cerveau, notre moelle épinière, notre système nerveux, tout ça, va faire ce qu'il faut pour libérer ces fameuses endomorphines. On sait que ça existe, mais on ne sait pas faire exprès. Mais c'est-à-dire qu'il y a un logiciel à l'intérieur de nous qui a cette capacité-là, c'est juste que je ne sais pas où il y a le bouton pour démarrer le logiciel. Et bien l'hypnose, c'est le bouton pour démarrer le logiciel. Et en hypnose, effectivement, le grand intérêt de l'hypnose moderne, c'est ça, c'est en hypnose, vous allez redevenir capable de mobiliser les ressources de votre inconscient. On dit régulièrement qu'on utilise qu'une petite partie de notre cerveau. Et bien l'hypnose, ça va être une façon de mobiliser la partie qui roupille cet inconscient positif. Donc il va trouver des solutions pour vous, il va être capable d'agir sur votre corps. Et de façon surprenante, parce que c'est non seulement la gestion de la douleur, mais ça va être aussi les addictions. J'ai plein de gens qui, je commence à être un petit peu célèbre pour ça, pour l'arrêt du tabac. Il y a plein de gens qui font des fois même des centaines de kilomètres. Je suis toujours impressionné, non, c'est pas vrai, vous avez pris l'avion pour venir me voir. Oh là là, je suis super flatté. Mais les gens font comme ça des centaines de kilomètres parce qu'ils ont entendu un copain qui fumait 3 paquets par jour et qui, en une seule séance chez moi, arrêtait de fumer. Et puis depuis 3 ans, il n'a pas pris le tabac. Donc ça les convainc de l'efficacité du truc. Et qu'est-ce qui permet effectivement que l'hypnose... Ça ne marche pas à tous les coups, hein. Le taux de succès, je fais des statistiques à 2 ans. Au jour d'aujourd'hui, le taux de succès, on est à 50%. C'est-à-dire que j'ai 50% d'échecs aussi. Hein. Je préfère dire 50% de succès que 50% d'échecs. 50% de succès, ça peut sembler pas beaucoup, mais en fait c'est super bien, parce que si vous prenez les études sur le patch, le Ziban, le Champix, enfin toutes les méthodes qu'on a jusqu'à là, grosso modo, on est autour de 30% de succès à 2 ans de recul. Donc avec mes 50%, je suis content. Et qu'est-ce qui permet ça? J'explique aux patients, hein, le tabac, c'est une des pires addictions qui soit. J'ai des patients qui ont touché héroïne, cocaïne, tout ce qu'on veut, et qui ont réussi à décrocher de ces produits-là tout seuls. Au pire, ça suppose parfois de changer de fréquentation, d'arrêter de fréquenter certains milieux pour réussir à décrocher. Mais en gros, ces gens-là ont réussi tout seuls à décrocher de leurs produits. Et puis quand un petit peu plus tard dans leur vie, ils se sont dit, bon maintenant, pour finir de manger, je vais arrêter de fumer la cigarette et j'aurai fini de me refaire une santé. Au début, ils se disent, attends, après les trucs que j'ai arrêtés, avec tout ce que je me suis envoyé et que j'ai réussi à arrêter, la cigarette, ça va être facile. Et ils sont super surpris de voir que la cigarette, ils n'y arrivent pas. Là où tout le reste, ils ont réussi. C'est vraiment une des addictions les pires qui soient, cette saloperie de nicotine, cette saloperie de tabac. Eh bien, l'hypnose va permettre d'agir sur les zones de récompense du cerveau, etc., pour diminuer un peu l'appétit pour cette cigarette.
les gens vont retrouver le dégoût pour le tabac. Parce qu'en vérité, le tabac, c'est dégueulasse. Hein. Je ne sais pas s'il y a des fumeurs ici qui trouvent encore ça bon, mais je peux vous démontrer en pas longtemps qu'en hypnose, alors, je ne m'amuse pas à faire ça, mais j'ai un certain nombre de confrères. Danny Dan de Bex, par exemple, qui est un hypnotiseur qui passe à la télé aussi régulièrement. Danny Dan, lui, je trouve qu'on n'est plus dans le... Ça me dérange ce qu'il fait. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait, Danny Dan? Eh ben, il fait fumer la personne pendant la séance d'hypnose et il la fait dégueuler. C'est-à-dire que vraiment, il y a une bassine et tout, les gens vomissent au moment où ils fument leur cigarette. Donc lui, il va très 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 loin, très 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 fort, dans la notion de dégoût. Et après, les gens qui sont passés par Danny Dan, ils disent, voilà, je suis retourné dans ma voiture, juste l'odeur de tabac froid qu'il y a dans ma voiture, j'ai encore dégueulé une deuxième fois. Alors effectivement, ils sont vaccinés pour un moment. Il y a des rechutes. Quand on se contente simplement du dégoût, c'est pas suffisant comme stratégie. Maintenant, dans la façon que j'ai de travailler, il y a un petit moment aussi où je ramène aux gens cette vérité du tabac et que, voilà, quand il y a une soirée où tu as fumé 20 clopes dans la soirée, après dans la bouche, c'est quand même pas super agréable. On aime bien se laver les dents, prendre un chewing-gum à la menthe. Hein. Puis si on embrasse tes gosses après 20 clopes, les gosses, ils font un peu la grimace. Hein. Non, c'est pas super bon en vérité, la clope. Donc voilà, on va retravailler sur un certain nombre de choses. Et ce que j'explique à mes patients, c'est que l'hypnose, c'est comme un tremplin. Ça veut dire que j'ai besoin qu'ils soient motivés, surtout pour l'arrêt du tabac ou pour des addictions. Parce que le tremplin, il va finalement amplifier le mouvement que j'y dépose moi-même. Si je me sers du tremplin pour prendre mon élan, ça marche, je suis capable de toucher le plafond là. Mes chers patients, si sur un tremplin vous vous allongez et que vous attendez qu'il saute en l'air tout seul, vous allez attendre longtemps. Parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, mon boulot, c'est comme moniteur d'auto-école. Je ne fais que révéler les capacités que vous avez en vous, mais c'est vous, chers patients, qui faites le boulot. C'est pas moi qui vais le faire à votre place. Moi, ça va, je ne fume pas. Ça va être à vous de mobiliser vos ressources, et moi, je suis un petit peu comme un catalyseur qui va rendre la réaction possible. Vous vous rappelez vos cours de chimie, vous avez deux produits, ils ne réagissent pas, on rajoute un catalyseur, la réaction chimique a lieu, le catalyseur, on peut l'extraire du corps final parce qu'il n'a pas participé en tant que tel au produit final résultat de cette réaction chimique. Nous, on est comme un catalyseur, c'est-à-dire que le but de toute thérapie, c'est l'autonomie. C'est comme l'éducation. Je pense que vous connaissez l'étymologie du mot éduquer. Éduquer, ça vient de educare. Educare, étymologiquement parlant, ça veut dire conduire au dehors. C'est-à-dire que notre boulot de parents, c'est d'apprendre à nos enfants à se passer de nous, parce que d'abord, on ne sera pas là toujours. Eh bien, mon boulot de psy, c'est pareil. Mon boulot de psy, c'est de faire en sorte que mes patients n'aient plus besoin de moi. Parce que si mon patient il a besoin de moi toute sa vie, j'ai raté mon job, j'ai raté ma mission. On cultive l'autonomie, et qu'on peut faire pour cultiver l'autonomie, on montre au patient qu'il a les capacités. Donc je reprends mon inconscient qui agit sur le corps, c'est la douleur, c'est les addictions, c'est tout ce qui est maladie psychosomatique, le psoriasis aura des bons résultats, les acouphènes, il n'y a pas de miracle, on a des résultats. Vous voyez, dans tout un tas de domaines, l'asthme, etc., les allergies, ça peut être sympa, enfin il y a plein de domaines où effectivement vous allez avoir des résultats. Là où c'est impressionnant, c'est les interventions. Moi, je travaillais à l'hôpital Percy chez les grands brûlés, et en fait, on se rend compte qu'un brûlé qui a bénéficié de l'hypnose pour ses greffes, pour ses pansements, etc., il cicatrise plus vite, qui a statistiquement moins de complications post-opératoires, moins de champignons qui se foutent là où il ne faut pas, etc., etc., etc. C'est-à-dire que vraiment, ça apporte quelque chose, et c'est pour ça que cette hypnose se répand maintenant dans la majorité des hôpitaux. Mon inconscient positif, j'ai encore un troisième exemple. Donc il trouve des solutions pour vous, il agit sur votre corps, et puis vous allez lui déléguer une partie de votre fonctionnement. C'est l'exemple de la voiture tout à l'heure. Vous avez appris à conduire, rappelez-vous ce que c'était les premières heures de cours. Alors moi je me rappelle d'un truc en particulier, je ne savais pas où vous êtes à les vitesses. Donc j'étais obligé de regarder le levier, parce que alors attends, la première c'est à gauche en avant, et donc là, alors 2, 3, 4, ah ok, la cinquième c'est aussi en avant, mais alors à droite, pas à gauche. Ok. Les pédales, l'embrayage. Alors attends, ce pied-là, il fait l'accélérateur, et c'est le frein à côté, donc l'embrayage c'est l'autre, d'accord, ok, ça c'est l'embrayage, ok. Alors, attention, il faut que je passe une vitesse, donc je dois lâcher l'accélérateur, je dois appuyer sur l'embrayage, je dois, attends, c'est où déjà la vitesse? Là, comme ça, voilà, et je relâche l'embrayage, et j'ai calé. Ah, j'ai oublié d'appuyer sur l'accélérateur, il faut appuyer sur l'accélérateur. Alors, attends, c'est bon, alors, je m'en mets au point mort, je tourne la clé, je redémarre. Alors, cette fois-ci, l'embrayage, la première, j'accélère, oh là, ça fait trop de bruit, j'ai trop accéléré, ça. Je vais jamais y arriver. La première heure de conduite, c'est ça. Et puis finalement, au bout de 20-30 heures, mais qu'est-ce que c'est que 20-30 heures dans une vie? Au bout de 20-30 heures, vous êtes à l'aise avec tous ces trucs. Et puis vous êtes capable de vous débrouiller tout seul sur la route, on vous donne le papier rose en disant ça va, a priori, t'es pas trop dangereux. Puis une fois que vous avez fait quelques milliers de kilomètres, vraiment vous conduisez comme un petit robot. Et sur l'autoroute, là, mes fameux 48 km en sortant de la station-service, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mon inconscient qui a géré cet apprentissage,
qui a géré le pilotage automatique. J'en vois plusieurs au premier rang. Au premier rang, c'est toujours les bons élèves. Hein. Je suis sûr qu'au dernier rang, ils n'ont pas de cahier et puis de stylo. Là, mais au premier rang, ils les ont tous. Hein. Vraiment, les 10, hein, tac, 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 tac. Et donc, effectivement, les 10 qui sont au premier rang, avec leur cahier et leur stylo, je les vois écrire. Mais je les vois écrire, je ne les vois plus faire. Alors que rappelez-vous, quand vous aviez 7 ans, là, 6 ans, 7 ans, qu'on est au CP, qu'on est en train d'apprendre à écrire, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué. Et puis c'est bizarre de se dire qu'à une époque de ma vie, pour lire, je devais faire bateau. J'avais besoin de mon doigt pour lire. Puis je savais pas lire dans ma tête. Je devais m'entendre parler pour savoir ce que j'étais en train de lire. Puis ça prenait 1 heure pour lire une page. Ceux qui ont des petits-enfants, là, hein, des petits gamins qui ont 6-7 ans qui sont en train d'apprendre à lire, et puis le soir qui disent « Maman, je peux lire l'histoire avant de dormir ?» Ouais, mais alors on essaie de sauter une page sur 2, parce qu'on sait que s'il lit tout le bouquin, là, où c'est écrit gros comme ça, dans 1 heure, il y a encore. Puis nous, on aimerait bien aller commencer notre soirée d'adulte, quand même. Faut que tu dormes maintenant. Demain, tu te lèves tôt. Et donc, effectivement, vous apprenez à écrire, vous apprenez à lire, vous apprenez à marcher, vous apprenez plein de choses. Et tout ça, effectivement, ça devient des automatismes. Le jour où c'est automatique, ça veut dire que je ne fais plus attention. C'est devenu totalement inconscient. Votre inconscient conduit la voiture à votre place, votre inconscient tient le stylo à votre place, votre inconscient fait plein d'opérations hyper compliquées dans votre tête pour que vous sachiez lire. Votre inconscient, finalement, si vous apprenez l'anglais, si vous apprenez le tango, si vous apprenez la couture, le tricot, il va gérer toutes ces choses-là à votre place. Et bien, de la même manière, un cher patient, il y a des choses un peu compliquées pour vous à gérer dans la vie. On va voir si par hasard, vous ne pouvez pas déléguer à votre inconscient pour que votre inconscient conduise tout cela à votre place. Et présenté comme ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans quelques minutes, on va faire la pause, ça veut dire que, finalement, c'est pas moi qui fais des choses pour le patient. Je vais apprendre au patient à mobiliser ses ressources. On considère que l'immense majorité de ces ressources, c'est des ressources inconscientes. Alors, un certain nombre de principes rapidement encore avant la pause, c'est que si j'ai choisi l'hypnose, maintenant vous comprenez une chose, si j'ai choisi de pratiquer l'hypnose, c'est parce que c'est un boulot de feignant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire moi je bosse pas. C'est le patient qui bosse, parce que c'est lui qui a les solutions. Là où il y a le problème, il y a la solution. C'est souvent connu ça, hein. Si vous préparez un vaccin, pour préparer le vaccin, il faut d'abord que vous ayez du virus. Si vous voulez faire de l'antivenin, le pharmacien qui va préparer l'antivenin pour la vipère dans les montagnes, là, il doit d'abord choper la vipère, parce qu'il a besoin du venin de la vipère pour préparer l'antivenin. Et puis, pour devenir autonome et indépendant par rapport à la rougeole ou je ne sais quelle maladie des oreillons, il faut d'abord les avoir chopés une fois pour qu'ensuite mon corps il fabrique tout ce qu'il faut, le système immunitaire, pour se défendre contre ce virus, cette maladie qu'il a appris à reconnaître. Là où il y a le problème, il y a la solution. Et alors, effectivement, le patient il amène le problème, c'est qu'il amène aussi la solution. Et au passage, s'il n'y a pas de solution, parce que des fois il n'y a pas de solution, s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et quand il n'y a pas de problème, il y a quoi? Il y a des limites. Ça, je pense que Thierry vous en reparlera un petit peu cet après-midi. Thierry, cet après-midi, va développer aussi des principes de thérapie brève orientée solution. Parce que Erikson, finalement, c'est ça la principale révolution qu'il a apportée, c'est qu'on est passé de pourquoi les problèmes, pourquoi j'ai mal, à comment les solutions, comment aller bien. Erikson, il n'avait rien à foutre de trouver pourquoi il a eu la polio. Ce qui l'intéressait, c'est comment je fais pour retrouver l'usage de la marche, comment je fais pour reprendre une vie la plus satisfaisante possible malgré la maladie que j'ai eue. Erikson est vraiment comment les solutions, et c'est aussi ça qui a inspiré tout le courant de psychologie positive que Christophe André ou des gens comme ça peuvent développer. Méditation pleine conscience, ça a beaucoup à voir avec l'auto-hypnose. Vous allez voir que, je sais que dans la salle, vous êtes tous des professionnels, que vous travaillez déjà beaucoup de choses, la sophrologie, on va parler de yoga, on va parler de méditation, on va parler de PNL bien sûr, de tout un tas d'outils. Et finalement, tous ces outils, ils ont aussi des choses à voir en commun avec l'hypnose, ou peu importe, mettez-le dans le sens où vous voulez, l'hypnose a des trucs en commun avec vos outils ont des trucs en commun, parce que tant qu'on travaille sur de l'humain, bien sûr, on peut l'attraper par différents bouts, mais on va travailler sur des domaines communs. Le jour où on fera des thérapies d'extraterrestres, peut-être qu'on va inventer des méthodes qui effectivement n'ont plus rien à voir avec ce qu'on connaît déjà. Alors, pourquoi c'est un métier de feignant? Parce que c'est le patient finalement qui va apporter les solutions. Et Thierry va vous parler de métaphore cet après-midi. On vous dira que la bonne métaphore, c'est celle que le patient va te souffler. Alors bien sûr, alors je vais pas dire tout ce que Thierry va dire cet après-midi, après il va me faire la gueule. Mais c'est juste, je suis en train de leur mettre l'eau à la bouche là pour cet après-midi.
Et donc, en tout cas, juste 2-3 principes de thérapie brève orientée solution. Je vous dirai juste 2 phrases pour que vous compreniez de quoi il s'agit quand je vous parle de l'hypnose, c'est un boulot de feignant. Cette première phrase, elle dit « Si à la fin d'une séance, ou si à la fin d'une journée vous êtes fatigué, alors c'est que vous en avez trop fait. Et si vous en avez trop fait, alors certainement le patient n'en a pas fait assez. Parce que c'est pas à moi de bosser, moi je vais bien. Enfin, je vous fais croire que je vais bien. C'est à mon patient de bosser. C'est à lui de se mobiliser. C'est pas normal que je sois fatigué. C'est à lui d'être fatigué. » Et le deuxième point de repère, donc le premier, si t'es fatigué, c'est qu'on a trop fait, que le patient n'en a pas fait assez. Le deuxième point de repère, il dit, vous êtes paumé, vous êtes découragé, vous savez plus quoi faire, vous n'avez plus d'idées, vraiment vous êtes à sec, rassurez-vous, le patient est là. Sous-entendu, lui, il a encore des solutions à vous apporter, parce que justement, c'est son inconscient qui va nous apporter des solutions. Je disais, quand il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème, il y a des limites. Et ça aussi, ça va être un travail important qu'on va faire sur définir les objectifs avec nos patients. Parce que voilà, monsieur, je viens vous voir, maman est morte, et depuis que ma mère est morte, la vie c'est plus comme avant, je suis plus pareil, et je voudrais que ça redevienne comme avant. Ah ben là, j'ai pas de solution. C'est-à-dire que je suis incapable de ressusciter ta mère. Pourtant, je suis fort comme mec, hein. Mais ressusciter ta mère, ça, je sais pas faire. Donc il n'y aura jamais une vie après qui est une vie comme avant. Et effectivement, quand il n'y a pas de problème, il y a quoi? Il y a des limites. Alors les limites, on n'a pas de solution. Par contre, on a de l'adaptation. On apprend à faire avec. Je dois apprendre à faire le deuil de maman, je dois apprendre à vivre ma vie sans maman, ou des fois, je suis motard, j'ai des copains, ils ont perdu leurs jambes. Bah pareil, la vie, c'est plus comme avant, maintenant que j'ai plus de jambes. Ah oui, mais là, c'est pareil, j'ai pas de solution, je peux pas te faire repousser ta jambe. C'est une limite. Tu dois apprendre à vivre avec cette nouvelle limite. Et une limite, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à faire avec. On apprend à s'adapter. Là encore, l'hypnose va pouvoir apporter, il y a de l'hypnose dans les services de rééducation, etc. L'hypnose va pouvoir apporter une plasticité qui va permettre que les gens se réadaptent plus facilement aux différents handicaps qu'ils peuvent avoir rencontrés. Alors, dans cette première partie, j'ai voulu vous présenter le travail d'Erikson. Après la pause, je vais vous présenter les principes de l'hypnose classique, parce que si on veut parler d'hypnose, il faut être complet. Il faut quand même vous expliquer et vous démontrer qu'est-ce que c'est que cette hypnose de spectacle, comment ça marche. C'est nos ancêtres. Le Mesmer canadien qui fait des spectacles a pris pour nom de scène Mesmer, parce que c'est le nom du premier médecin qui, au moment de la Révolution française, donc 1780 et quelques, en France, s'est fait connaître par la pratique de ce qui s'appelait pas encore l'hypnose. À l'époque, c'était le magnétisme animal. Dans 2 minutes la pause, juste avant la pause, je vous dis ça. En France, l'hypnose, donc c'est relativement récent, mais la France est le berceau de l'hypnose. Il y a 2 siècles, il y a ce fameux Mesmer qui est à l'origine du magnétisme animal et de tous les magnétiseurs qu'on rencontre encore aujourd'hui en France et ailleurs. Et Mesmer était à Paris et toute la cour, toute l'Europe venait se faire soigner par Mesmer. C'est celui qui avait le baquet, là, etc. C'est une histoire qui est un petit peu connue. Et puis ensuite, Mesmer va avoir des misères. Hein. Et donc, je vous redirai ça un tout petit peu après la pause d'ailleurs. Et donc l'hypnose retombe un petit peu dans l'oubli. Et puis un siècle après, on parle du 2e âge d'or de l'hypnose. C'est du temps de Freud, avec Charcot, avec Bernheim, avec Libaud dont vous avez entendu parler, dont je vous parle un tout petit peu après la pause. L'appareil Charcot, toute l'Europe, la preuve, Freud est venu dans l'amphithéâtre de la Salpêtrière, qui s'appelle l'amphi Charcot, où vous avez le médaillon qui montre que Freud est venu dans cet amphi, etc., etc. Et donc voilà, toute l'Europe venait apprendre l'hypnose en France. On était vraiment le pays qui était à la pointe. Et puis après, c'est aux États-Unis avec Milton Erickson que l'hypnose renaît. Et là, par contre, on est complètement à la ramasse. C'est-à-dire que la France a été un des derniers pays à s'intéresser à cette hypnose ericksonienne. Milton Erickson meurt en 1980 à l'âge de 79 ans. En France, il y a à l'époque quasiment personne, enfin personne d'ailleurs, je pense pouvoir affirmer, qui fait de l'hypnose ericksonienne. Il y en a quelques-uns qui font de l'hypnose classique. Vous avez par exemple Léon Chertok, que d'ailleurs Lacan, c'est un contemporain de Lacan, Lacan l'appelait ce cher Toc, pour vous dire en quelle haute estime il tenait l'hypnose que pratiquait Léon Chertok. Donc il y avait quelques gens qui faisaient de l'hypnose classique, mais l'hypnose ericksonienne en France on ne connaissait pas au moment où Erickson meurt en 1980, alors qu'aux États-Unis a lieu le premier congrès international d'hypnose ericksonienne. Il a fallu attendre 1983, enfin 1982, pour qu'un médecin français qui s'appelait Jean Godin crée le premier institut Milton Erickson à Paris. Et Jean Godin, au début, faisait les cours dans sa cuisine. Donc, en France, ça fait à peine 30 ans qu'on a commencé avec Jean Godin. Et au début, la première année en 82, il avait 5 copains dans sa cuisine. Il leur a appris ce qu'il avait lui-même appris aux États-Unis et en Angleterre. Parce que Jean Godin, il n'avait personne pour le former ici en France.
Il est parti en Angleterre d'abord, aux États-Unis ensuite, pour se former. Et puis petit à petit, les 5 copains ont dit « Ah, c'est chouette !» Alors ils en ont parlé à d'autres copains. Alors l'année d'après, il y en avait 10, puis après, il y en avait 15. Et puis c'est devenu finalement cette hypnose ericksonienne quelque chose où aujourd'hui, je pense qu'en France, il y a 10 000 professionnels qui sont formés à l'hypnose. Mais 10 000, finalement, c'est pas beaucoup. Parce qu'il y a, je crois, 350 000 médecins en France, 120 000 psychologues, je ne sais combien de kinés, d'infirmières, etc. Profession de santé, on est peut-être 1 million en France, finalement, à graviter plus ou moins de près de loin autour des professions de santé. 10 000 qui sont formés. Et je vous dis, c'est en plein boom. Mais voilà, tout ça pour dire que la France a été largement en retard sur ce train de l'hypnose ericksonienne et qu'on est en train, depuis quelques années, de rattraper à marche forcée ce train-là. La preuve, à Annecy, il va y avoir une formation. C'est quand même quelque chose. Hein. Allez, je vous propose de prendre un bol d'air. Je vais sortir avec vous, respirer un coup. Je répondrai à vos questions. Merci à vous. Merci.